Salut à tous, c'est Pierre. On va aujourd'hui faire un exercice un peu particulier. On va choisir les 22 joueurs pour l'équipe de France qui auraient pu participer au Mondial 1994 si on s'était qualifié. Alors, un bref retour en arrière. L'équipe de France démarre les éliminatoires par une défaite en Bulgarie, 2-0. Ensuite, elle va enchaîner plusieurs victoires pour être en tête de son groupe. Et alors qu'il lui manque juste un seul point pour se qualifier pour le mondial, en fait, la machine va totalement dérailler, puisqu'ils vont perdre contre Israël 2-3 à domicile, alors que Israël n'a jamais gagné un match à l'extérieur de l'histoire. Ça, c'est peut-être vraiment le plus catastrophique dans l'histoire, c'est vraiment ce match-là. Et puis après, ils vont perdre le fameux match le 17 novembre 1993 contre la Bulgarie 1-2 avec le fameux doublé d'Emile Kostadinov. Pour ceux dont j'ai déjà été le coach, vous connaissez tous ce match parce que je vous ai tous saoulé avec ça. Tout un tas de fois pour vous dire voilà, en fin de match, vous conservez le ballon sur le côté, essayez pas d'attaquer parce que comme vous le savez, à la fin, Ginola a voulu jouer sous la pression du par pour vouloir se prouver des choses, peu importe. Il a essayé de faire un centre, le centre a été raté, derrière il y a eu une contre-attaque, l'équipe de France n'a pas été capable d'arrêter la contre-attaque. Il n'y a rien qui va dans le positionnement, les milieux ils sont trop loin, il y a Emmanuel Petit qui sort, mais il va vers le pressing mais il y va pas vraiment, du coup il laisse un trou. Penef il envoie le ballon en profondeur, c'est Alain Roche qui contrôle le ballon, il essaie pas de faire faute. Puis après, Kostadinov il mine à perdre la main, il peut rien faire du tout. Donc voilà, cette action voilà, elle a été quand même assez commentée, puisque forcément l'erreur venait de notre part. Alors je précise un petit point, c'est que après le match, Gérard Roulier, le sélectionneur, il a fait vraiment une erreur de communication pour le coup, parce que vraiment il s'est un peu déchargé, totalement déchargé sur David Ginola en disant qu'il avait commis un crime contre l'équipe. Alors, quand il a dit qu'il a commis un crime contre l'équipe, il fait pas référence à l'action. Hein. Il fait référence au fait qu'avant le match, alors que c'était un match décisif et qu'il y avait besoin d'unité, David Ginola il a demandé, il a dit que c'était pas normal qu'il soit remplaçant en gros, qu'il méritait plus de respect. Je crois qu'il y a une forme de respect quand même à avoir par rapport aux gens qui se fixent des objectifs et qui y arrivent, qui travaillent pour y arriver. Je crois que ça, c'est une forme de respect qu'il faut avoir. Le fait qu'un joueur ait craqué, à mon avis, a constitué sûrement une goutte d'acide importante, parce que là, David Ginola a commis un crime contre l'équipe. Je répète, un crime contre l'équipe. Un crime contre la cohésion et l'esprit d'équipe. À partir du moment où un joueur ne respecte pas le groupe, ne respecte pas la solidarité du groupe, ou la menace, à un moment aussi important que celui-là, je dis c'est grave. Voilà. Enfin, c'était pas le moment. Enfin, clairement, c'était pas le moment. Et du coup, voilà, il a dit après le match, le fait que certains ont craqué avant le match a certainement été une goutte d'eau parce que David Ginola a commis un crime contre l'équipe. Voilà, il fait référence à ça. Il fait pas référence au fait qu'il est centré, ça c'est un fait de jeu, et puis surtout, derrière, il y a quand même 70 mètres de l'équipe adverse pour qu'ils aillent marquer le but. Donc c'est un peu trop facile de dire c'est la faute de David Ginola, même s'il a une part de responsabilité, tout le monde le sait. Donc voilà pour cette précision. Donc à la suite de ça, l'équipe de France est éliminée. Aimé Jacquet
Aimé Jacquet reprend l'équipe de France de manière provisoire d'abord et définitive ensuite, et finira par gagner la Coupe du Monde lors de son dernier match en tant que sélectionneur. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est on va faire un exercice très simple. David Ginola centre trop loin. Didier Deschamps ou je sais pas qui, Reynald Pedros qui était autour, découpe Lugo Penef. Du coup, pas de contre-attaque. La Bulgarie ne marque pas son but et l'équipe de France est qualifiée pour le Mondial 94. Du coup, on se retrouve, on va dire au mois de mai, je crois que c'est au mois de mai à l'époque qu'on donnait les 22 joueurs, et oui je précise, pour les plus jeunes, à l'époque c'était 22 joueurs, pas 23, ou 25, parce que je crois que cette année, en 2022, je crois qu'il y a 25 ou 26 joueurs, enfin voilà, à l'époque en 94 c'était 22 joueurs. Donc on va choisir nos 22 joueurs, mais comme si on était à l'époque. Donc on va pas réécrire l'histoire. On connaît les carrières de certains aujourd'hui, parce qu'on a le recul, ils ont tous arrêté le foot aujourd'hui, donc on sait quelle est leur carrière, mais on va pas les sélectionner sur le prisme de leur carrière, on va les sélectionner au moment où on fait les sélections, c'est-à-dire en mai 1994, de ce qu'on sait d'eux, de leur niveau, au moment où on va faire cette compo. Alors, on va commencer. Dans les buts, titulaire Bernard Lama. Bon, je pense que sa place ne fait aucun doute. C'est le meilleur gardien français de l'époque et même du monde à l'époque, en 1994. Donc voilà, il sera le titulaire dans les buts de l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Ensuite, en deuxième et troisième gardien, on va prendre Bruno Martini. Bruno Martini, c'était le gardien titulaire des Bleus pendant l'Euro 92. Là, il va se retrouver deuxième gardien. La hiérarchie, y a pas de souci. Et derrière, Fabien Barthez, qui est récent champion d'Europe avec l'Olympique de Marseille, qui monte en régime, voilà, et qui sera notre troisième gardien. Ensuite, en défenseur droit, on aura Jocelyn Angloma. C'est le meilleur latéral français du moment. Je pense que voilà, si on décide de jouer à 4 derrière ou avec un piston à droite, je pense qu'il fera parfaitement le travail. Ensuite, on aura Marcel Desailly. Donc Marcel Desailly, là encore, c'est un joueur polyvalent. Alors là pour le coup, je vais quand même préciser pour ceux qui ne le savent pas. Mais c'est vrai que maintenant, Marcel Desailly, on a l'image de lui comme le défenseur central de l'équipe de France. Et donc les gens pensent qu'il était uniquement défenseur central. Non, Marcel Desailly était un joueur polyvalent. C'est-à-dire qu'il jouait défenseur central à Marseille, puis plus tard à Chelsea. Mais il faut savoir que dans ses premiers pas en équipe de France, il les a fait en tant que latéral droit. Et qu'au Milan AC, dans les années 90, il jouait milieu défensif. Donc il joue au milieu de terrain. Donc voilà, on va mettre Marcel Desailly, donc il pourra jouer aussi bien dans l'axe qu'à droite pour suppléer Angloma. Donc voilà, donc là encore, pas de contestation possible. Je pense que là, sur le côté droit, on a nos deux joueurs. Ensuite, Laurent Blanc, un déboulonnable de l'équipe. Voilà, c'est un cadre installé. Pas beaucoup de choses à redire sur sa sélection. Voilà. Ensuite, Basile Boli. Alors, je vais prendre Basile Boli. À cette époque, il commence à avoir quand même pas mal de blessures, mais voilà, lui encore, là encore, c'est un cadre. C'est un champion d'Europe. Il a d'expérience. Voilà, j'emmène Basile Boli aux États-Unis, il n'y a pas de problème. À La Roche, donc, je fais de mémoire, vous me corrigerez si je dis une bêtise, mais en 94, c'est le PSG qui est champion de France. Donc, il y aura quand même quelques Parisiens dans ma sélection, dont À La Roche, défenseur pilier de cette équipe du PSG avec Ricardo. Là encore, il est quand même installé depuis un certain temps en équipe de France, donc en fonction des match-up, je pense que voilà, on l'alignera en défense centrale.
Alors je sais pas encore, là comme ça je vous le dis, j'ai pas vraiment réfléchi à comment on jouerait. À l'époque, ils oscillaient entre 4-4-2 ou 3-5-2, avec 3 défenseurs centraux, je sais pas, je sais pas. Ensuite, on va sélectionner nos 2 latéraux à gauche. Donc, Emmanuel Petit. Et oui, Emmanuel Petit, à l'époque, il était latéral gauche, voire même défenseur central à Monaco. Donc voilà, il a démarré à ce poste-là, et c'est là qu'il a eu ses premières sélections en équipe de France, au début des années 90. Donc lui, voilà aussi, il est installé dans le groupe France. On va le prendre, il n'y a aucun problème. Et ensuite, Vicente Lizarazu, récemment appelé en équipe de France. Voilà, il est appelé dans le groupe depuis à peu près un an. C'est une valeur sûre à gauche. Je pense que, bon, de toute façon, l'histoire c'est qu'à la fin, ça deviendra l'un des meilleurs latéral gauche de l'équipe de France et peut-être même de l'histoire. Hein. Enfin, faut me le dire. Hein. J'ai pas de top 10 dans la tête, mais je pense que dans un top 10, il aurait largement sa place. Donc voilà, on va l'emmener. Là encore, en fonction des match-up, est-ce que tu mets Emmanuel Petit, est-ce que tu mets Lizarazu? Ça dépend. Ça dépend. Au milieu de terrain, j'emmène Christian 42. Alors, j'emmène Christian 42. Le FC Nantes, c'est l'équipe qui monte. Sur 42, on sait que c'est un joueur polyvalent, qui a une très bonne qualité technique et tactique. Donc voilà, je l'emmène avec moi mondial 94. Paul Le Guen, encore un Parisien, voilà, un milieu de terrain rugueux, très bonne patte gauche. Voilà, il va apporter de l'impact, Paul Le Guen, il va apporter de l'impact au milieu de terrain, et donc franchement, son apport est plus qu'appréciable. Pour accompagner Paul Le Guen, bien évidemment Didier Deschamps, bon, leader de groupe, hein, il est en équipe depuis longtemps, capitaine de l'Olympique de Marseille, champion d'Europe, il vient d'être transféré à la Juve. Bon, on sait qu'on le prend, on passe au suivant. Franck Sauzet. Alors Franck Sauzet, c'était l'interrogation. Alors c'est un des cadres de l'équipe depuis quand même quelques années, lui aussi champion d'Europe. Mais il y a juste un petit problème, il joue pas beaucoup à l'Atalanta. Parce que il faut savoir que après le titre de champion d'Europe, il a été transféré à l'Atalanta, il a choisi d'aller à l'Atalanta. Et le problème, c'est que il s'est blessé. Entre-temps, le projet il a changé, le président il a changé, et du coup, le nouveau président, lui, il était plutôt enclin à faire jouer les jeunes. Donc, Franck Sauzet s'est retrouvé un petit peu de côté, et du coup, il joue pas beaucoup. Enfin, il joue même pas du tout. Du coup, il va être un peu en manque de temps de jeu, mais voilà. Pour moi, c'est un indéboulonnable du milieu de terrain. Peut-être qu'il partira sur le banc de touche, mais avec son volume de jeu, sa frappe de balle, on peut pas se passer d'un Franck Sauzet, je pense. Vincent Guérin, encore un autre Parisien. Lui aussi, très gros abattage au milieu de terrain, gros volume de jeu. Lui aussi, il peut marquer des buts. Et gros travail à la récupération. Lui aussi, je l'emmène aux États-Unis. Corentin Martins, il est dans le groupe depuis quelques temps. Puis de toute façon, il fallait bien que j'emmène quelqu'un de la JOCR. Donc on va prendre lui, le meneur de jeu. Ça nous permettra si on joue avec un meneur de jeu, comme c'était l'époque oui, parce qu'à l'époque c'était la mode. 94, presque toutes les équipes ont un meneur de jeu. Donc nous aussi on va en prendre un. Corentin Martins, c'est l'un des meilleurs de sa génération, donc on en met. Reynald Pedros, encore un Nantais. Aussi, très grosse saison, un joueur qui a le vent en poupe, si on peut dire. Reynald Pedros, voilà, faut l'emmener. Il est dans le groupe depuis peu, lui aussi, il commence à prendre ses marques. C'est quelqu'un, je pense, qui peut apporter beaucoup à l'équipe offensivement, avec sa patte gauche. Et voilà, donc lui aussi on va l'emmener. Ensuite, là, pour le dernier milieu de terrain,
je vais faire une petite parenthèse. On ne va pas réécrire l'histoire, d'accord? On va pas se raconter d'histoire. Pour ceux qui étaient là à l'époque, comme moi, qui ont vécu cette époque, Zidane, voilà, à l'époque, il n'a pas le niveau international. Voilà. On va pas se raconter d'histoire en 1994. Il n'a pas le niveau international. Alors, il était suivi, et encore, hein, il était suivi par Aimé Jacquet, donc après 1994, puisqu'il a sa première sélection... je crois que c'est fin 94, et il a sa première sélection parce que Youri Djorkaeff est blessé, et que comme le match il a lieu à Bordeaux, il est déjà sur place. C'est pour ça qu'il est appelé la première fois, mais voilà, il était pas dans les premiers noms, quoi. Il était vraiment en bas de la shortlist de ceux qui pouvaient être potentiellement convoqués. Donc voilà, pour cette raison-là, Zidane, je ne l'emmène pas à la Coupe du Monde 94. À l'époque, je pense que j'ai des personnes qui sont plus confirmées que lui. Si on sait qu'au niveau de la carrière, il fait la meilleure carrière que tous ceux que je vais emmener, mais voilà, on va être cohérent, comme je vous ai dit tout à l'heure. On se met en mai 94, je n'emmène pas Zinedine Zidane aux États-Unis. Et donc, je vais emmener David Ginola. Alors, David Ginola, il peut jouer aussi bien attaquant, ailier, meneur de jeu. Donc, je vais le prendre un petit peu pour cette place-là. Il peut jouer derrière Papin et Cantona. Il peut jouer plusieurs postes. Donc, David Ginola, c'est clair que je l'emmène avec ses qualités de dribbleur, de percussion. Voilà. C'est quelqu'un qui va apporter énormément de dynamisme à notre attaque. Donc, je l'emmène. Passons maintenant aux attaquants. Bon, Jean-Pierre Papin, évidemment je l'emmène. Alors c'est un petit peu compliqué pour lui cette année au Milan AC parce qu'il joue pas énormément. Bon, tout simplement pour des raisons de choix, parce qu'à l'époque, bon, il y a quelques blessures aussi, mais c'est surtout des choix parce qu'à l'époque, vous savez, il y a les 3 étrangers. Vous pouvez pas aligner plus de 3 étrangers, le Milan AC, sa deuxième année. Et comme on peut pas mettre plus de 3 attaquants, bah ils alternent. Savicevic, il y a Laudrup, peut-être il est encore là, peut-être Rijkaard, De Sailly qui vient de signer. Parce que ouais, même les Européens tous les Européens sont considérés, vous êtes français, vous êtes considérés comme étrangers. Donc voilà, mais voilà, en équipe de France, on sait que c'est un indéboulonnable, il a sa place, c'est un ballon d'or, c'est peut-être le meilleur joueur de notre équipe. Enfin, le meilleur joueur, je prends le terme générique que tout le monde emploie, hein, je ne raisonne pas trop comme ça, mais voilà, c'est peut-être en tout cas, c'est le joueur le plus connu qu'on pourra avoir dans notre équipe. Donc voilà, on l'emmène avec nous pour nous guider vers les sommets. Eric Cantona, donc là aussi, lui aussi, un cadre de l'équipe, dont je l'emmène, c'est une valeur sûre, il a marqué pas mal de buts dans les qualifications, donc voilà, Eric Cantona, pareil, je l'emmène, Papin Cantona, aucun suspense. Youri Djorkaeff, donc Youri Djorkaeff, je l'emmène, il est dans le groupe aussi depuis pas longtemps, je crois que sa première sélection c'est contre Israël, donc il vient d'arriver dans le groupe, depuis quelques mois. Je l'emmène, il est là encore, lui il est sur la pente ascendante avec Monaco, il est incroyable, il finit meilleur buteur de la saison 1994, donc je l'emmène. Et enfin, le dernier que j'ai emmené, c'est pas vraiment une surprise pour moi, et là encore, il faut prendre sa convocation dans le prisme du moment. J'emmène donc Nicolas Wedek, co-meilleur buteur du championnat de France avec Youri Djorkaeff. Bon, cette année, il a marqué énormément de buts, il a été très présent. Donc voilà, donc pour le récompenser, voilà, je l'emmène aux États-Unis. Voilà mon groupe pour la Coupe du Monde 1994. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui vous auriez emmené, vous, qui vous n'auriez pas pris. Et puis voilà, je vous répondrai, on en discutera ensemble dans les commentaires. Merci à vous et à très bientôt.